بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Si on peut prendre place, Inch'Allah, pour continuer la conférence. Donc il y aura l'intervention, pour rappel, l'intervention d'Abdelaziz. Et ensuite on passera aux questions-réponses avec échange soit par écrit, soit par oral. Et on fera donc transiter un microphone sans fil pour que les personnes qui désirent s'exprimer, bismillah. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais d'abord vous remercier d'être ici parce qu'on a eu du mauvais temps jusqu'à maintenant, je crois, et que là il fait beau et que certains auraient pu être tentés d'aller à la campagne. Et que donc voilà, donc ça mérite le remerciement et qu'Allah nous récompense pour cet effort. Je voulais remercier également les organisateurs, les organisatrices, les sœurs qui ont fait des plats super bons, dont le fricassé tunisien qu'on a beaucoup apprécié. Qu'Allah nous récompense tous et toutes, Inch'Allah. Avant de commencer mon intervention, je voulais féliciter les militants et militantes de Besançon qui ont décidé de créer une antenne CRI parce que c'est important. C'est à l'image de ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit il dit le musulman, le croyant, pour son frère, c'est comme les briques. Elles s'emboîtent, elles se consolident mutuellement. Et au moment où on nous fait une véritable guerre, pas sous le sol musulman, et je pèse mes mots, on pourra en débattre après, je vous expliquerai que l'islamophobie, c'est pas simplement une question de phobie ou de peur irraisonnée, c'est une véritable guerre orchestrée. D'accord? Et on viendra dans les détails par la suite. Donc je voulais les remercier, leur dire que vous êtes une des pierres qui va consolider la bâtisse des citoyens français de confession musulmane, de ce qu'on appellerait plus familièrement l'islam de France. Voilà, qui n'a rien à voir avec Daesh, qui n'a rien à voir avec les talibans, parce que souvent, on voudrait nous dire qu'on est tous les mêmes. À partir du moment où tu es musulman, donc tu es islamiste, donc tu es terroriste, donc tu es Daesh, tu es taliban, etc. etc. C'est une musique qu'on entend depuis à peu près 30 ans. Et ils ont trouvé même des arabes et des musulmans de service pour chanter la même chanson. Mais nous, on la connaît, la chanson maintenant. C'est un disque reggae qui n'a plus aucune validité. Et on est là pour justement démonter cet argumentaire-là et montrer où se situe le problème. Comme l'a montré Jamila tout à l'heure, il se situe dans les fondements historiques de l'histoire de France, dans le règlement de compte qu'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui ont avec la religion catholique. Mais comme la religion catholique a été quelque part dévitalisée, Emmanuel Todd parle de zombies catholiques. Un zombie, c'est qu'un mort vivant. Et il n'a plus de d'âme. Et aujourd'hui, l'islam, il a une certaine vigueur sur le plan spirituel, religieux. Donc on focalise sur l'islam. D'autant plus que c'est la religion des faibles. Parce que si on avait que des hommes d'affaires, que des directeurs d'établissement, que des hauts fonctionnaires, que des magistrats, que des avocats, que des médecins, ben ils nous respecteraient. Ils ne diraient pas c'est la religion des faibles. Mais comme c'est la religion des prolétaires, des chômeurs, des RSA, de tout moitié, à part une petite exception, eh ben on leur tape sur la gueule. Les mecs qui s'empruntent à la gueule. Et je voulais dire que, avant de rentrer quand même dans le fond, parce que la tonalité du discours de CRI, et moi je remercie Gilles, parce que Gilles il n'est pas de CRI, mais c'est l'avocat de CRI, et si on est ensemble depuis tant d'années, c'est parce qu'on a trouvé un dénominateur commun qui est la lutte contre l'injustice, d'où qu'elle vienne. Il n'est pas musulman, moi je suis musulman. Mais pourtant, je suis encore plus d'accord avec Gilles qu'avec certains membres du CFCM et du CRCM. Pourtant, il prie avec moi à la mosquée. Le mec, il vient Allah Akbar et dit « Je suis ton frère et tout », et bien je ne suis pas d'accord avec lui, je suis d'accord avec Gilles. Parce que Gilles, il respecte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on nous a toujours occulté. Moi, j'ai mis plus de 30 ans pour connaître ce hadith. D'ailleurs, je remercie les organisateurs parce qu'ils nous ont rappelé par
parmi le message Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il n'y a pas de différence entre vous, entre un blanc et un noir, entre un arabe et un arabe, et un blanc et un noir. Et souvent dans nos mosquées, on nous dit on nous dit juste le petit passage, le premier. Et on nous dit jamais pourquoi? Parce que chez les arabes, il y a du racisme. Parce qu'on est raciste anti-noir. Parce que le racisme anti-noir existe encore aujourd'hui. Moi, je suis d'origine tunisienne, je viens de découvrir que dans le sud de la Tunisie, il y a les bus pour noirs et les bus pour blancs. Du côté de Gabès. Oh, un truc de fou. Une révolution. Bourguiba, soi-disant, qui a amené la modernité, et tu me mets des bus pour noirs et des bus pour blancs. Donc les musulmans, ils ont occulté ça, y compris avec leurs ulama. Et c'est pour ça qu'on dit ulama sultan. On dit les savants de l'autorité. Et Nabi Sallallahu nous a dit un hadith qui est extraordinaire. Et je l'ai découvert après. Parce que nos dirigeants, ils ne veulent pas que tu connaisses ce hadith-là. Il nous a parlé, ils sont revenus de Gaza et il a dit nous sommes revenus du petit djihad vers le grand djihad. Ils lui ont dit c'est quoi ya Rasulallah, le grand djihad? Il a dit djihad, le combat de son âme, de son ego, de ses mauvais penchants. Il y a un autre hadith qu'on ne nous a jamais dit, très rarement. Le prophète il a dit al-jihad al-akbar, le plus grand djihad. Le plus grand djihad, c'est kalimatul haqq 'inda sultan ja'ir. C'est une parole de vérité devant quelqu'un qui abuse du pouvoir. Et bien moi, j'ai de vérité un grand djihad. Il fait le plus grand djihad. C'est un grand mujahid pour moi. Il est le plus grand mujahid de certains responsables du CFCM et du CRCM. Pourquoi? Parce qu'il dit, monsieur le ministre, vous êtes injuste. Madame la République, vous êtes injuste. Madame l'organisation de droits de l'homme, vous êtes injuste. Il le dit. Et ça, c'est le plus grand djihad. Et c'est quoi quand on analyse avec le regard politique? Ça s'appelle le contre-pouvoir. Vrai ou pas vrai? Et dans toute organisation sociale, politique, s'il n'y a pas un contre-pouvoir, ça devient dictature, ça devient tyrannie, ça devient Pharaon. Je suis votre Dieu suprême. Vrai ou pas vrai? Alors il nous parle du Coran. Pharaon, pourquoi il a dit parce qu'il n'avait pas de contre-pouvoir. Pourquoi le fascisme, le totalitarisme arrive dans une société? Parce que les organisations de défense des droits de l'homme ferment leur bouche, ou deviennent complices, ou deviennent avec des condamnations sélectives. Quand on parle des Arabes, des Roms, des Noirs, bon, c'est pas grave, on se rentre dans le nord pratiquement. On laisse même la digue tomber jusqu'à ce qu'on en arrive à dire il faut interdire l'islam en France et j'ai expulsé ceux qui le pratiquent. Oh, vous avez entendu ça? C'est un homme politique qui dit ça. C'est pas n'importe quoi ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire l'extermination de l'islam de France. Donc, pour moi, c'est fondamental qu'on soit un certain nombre d'organisations qui respections ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne l'oubliez pas les jeunes. Le plus grand djihad, c'est kalimatul haqq 'inda sultan ja'ir. Une parole de vérité devant quelqu'un qui abuse du pouvoir. Et ça rejoint quoi en fin de compte? Ça rejoint ce qui dérange beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi l'islam dérange en réalité? Quand on regarde bien, parce qu'il remet en cause les institutions injustes. Il remet en cause l'ordre établi injuste. Pourquoi il n'y a pas de clergé? On voudrait nous imposer un clergé. Vous savez pourquoi? Elle a rappelé l'église catholique, comment elle s'est montrée, etc., le clergé, comment il a vécu pendant des siècles. Et bien Allah, dans sa sagesse, il nous a envoyé un message dans lequel il n'y a pas d'intermédiaire. Allez, casse-toi, toi, bonhomme. Moi, c'est entre Allah et moi. Moi, quand je suis dans mes ibadat, quand je suis dans ma spiritualité, quand je suis dans mon dhikr, quand je suis dans mon Coran, je n'ai pas besoin du moufti tartampion ou de l'enturbanier XY qui vient me dire comment je dois comprendre ma relation avec Dieu. Ça, c'est la force de l'islam. Et celle-là, on voudrait la casser. Et c'est en ce sens que l'islam dérange. L'islam, la finalité de l'islam, c'est quoi? C'est la justice sur terre, c'est la justice sociale. Donc là, je suis rentré déjà à fond dans le débat, mais je voulais quand même dire un préalable. Le discours un peu comme ça qui vous paraît un peu radical, revendicatif ou offensif, il est à la hauteur de ce que nous subissons aujourd'hui en France. Il est à la hauteur des violences symboliques, physiques, juridiques, sociales qu'on subit. Donc on ne peut pas prendre des tartes, comme on dit dans la figure, et faire un sourire de l'autre côté. À un moment donné, tu dis, oh, ça va quoi. 1, 2, 3, 4, 5, mais là tu vas donner 50 tartes, tu vas donner 50 coups de poing à la figure. Là. Tu veux pas que je devienne une serpillère aussi? Alors il y en a qui choisissent d'être serpillère, mais c'est un problème ça. Ils devront en s'entendre, ils vont en rendre compte. Donc moi, je dis ça pourquoi? Pour dire qu'on n'est pas anti-France. Il y a des gens,
Quand ils entendent mon discours, on dit ouais, mais quand même, tu contre la France, hein. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure en aparté, j'ai eu deux réflexions. Une réflexion d'un jeune nationaliste, là, style les Soraliens, les identitaires et tout ça, là, qui dit ouais, comment vous parlez de la France, monsieur? Ouais, respectez, les droits de l'homme, je connais. Et il y a un monsieur Chibali, de 70 ans, monsieur, un parent de chez nous. Ah, on lui dit la France n'est pas comme ça, la France est gentille, il donne les allocations familiales, il donne les aides à la France. Vous voyez le truc? Ce sont deux attitudes qui se parlent. Une qui est dans une forme d'arrogance, disant oui, la France c'est pas comme ça, oui, on va parler de l'esclavage, des colonies, on va parler des lumières, des croisades, on peut parler, pas de problème. Et l'autre qui dit ah, la France c'est pas gentil parce qu'il a peur. Parce qu'aujourd'hui les musulmans ont peur. On est dans une société où la peur est une forme de gestion. C'est un mode de gestion. Et donc moi je ne suis pas anti-France. Personne ne m'oblige à rester dans ce pays. Moi je suis citoyen français, je suis fier d'être ici, je suis fier de contribuer justement à l'amélioration de l'image de la France et du fonctionnement interne des institutions de la France. Parce que la France, la Révolution française, pour moi ça a du sens. La devise de la République, liberté, égalité, fraternité, ça a du sens. Mais je ne veux pas que ce soit un mot creux qu'on utilise comme ça pour faire des élections et qu'après dans les faits, on dise ah ben non, Mohamed, tu as 10 fois plus de chances d'être contrôlé dans un contrôle de police. Mohamed, Fatima, tu as 5 fois moins de chances d'avoir un emploi. C'est le Bureau international du travail qui démontre par A plus B, quand ça s'appelle Mohamed et Fatima, on a 5 fois moins de chances d'avoir un emploi. Oui, une fois. 4 sur 5, c'est-à-dire, voilà, ils ont fait même des CV, ils sont allés plus loin, les sociologues et les universités françaises, ils ont envoyé, pour montrer l'islamophobie, ils sont allés, ils ont dit, l'islamophobie c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est le mot là, c'est les ayatollahs, c'est les islamistes, c'est Tariq Ramadan, c'est je sais pas quoi. Non, des universités ont fait 10 études, ils ont envoyé 600 CV, un CV de Khadija Diouf et un CV de Marie Diouf. Khadija et Marie ont le même âge, le même profil, les mêmes expériences, les mêmes diplômes, les mêmes compétences, la même ville. Il y a un seul truc qui diffère entre les deux. Il y en a une, elle est chrétienne, et l'autre, elle est musulmane. Alors ils ont dit, il y en a une qui est bénévole au Secours islamique, il y en a une qui est bénévole au Secours de France, un truc comme ça. Et ça a suffi à sélectionner 2 fois et demi plus Marie que Fatima. Donc s'il y en a qui ont des doutes sur l'islamophobie institutionnelle, eh bien, je les envoie à cette étude-là. Donc voilà, je ne suis pas du tout anti-France, au contraire, moi j'aime mon pays, et c'est parce que je l'aime que j'ai envie de lutter contre les injustices qui fabriquent. Et je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je suis français ou plus français qu'X que Y. Pour ceux qui ont la mémoire courte, je rappellerai que depuis 1830, la France a fait appel à nos ancêtres dans 21 guerres coloniales. Moi, je cite quelqu'un de ma famille, j'étais petit, il venait en tenue militaire, il était engagé avec la France, et il se bagarrait en Afrique, il nous parlait des mecs qui mangeaient des bouts de bois, des mecs qui étaient les cannibales, il nous parlait des pygmées. Imagine, en Tunisie, en 1960, 65, t'entends des trucs comme ça. Tu sais, eh ben, c'était les mecs qui voulaient pas la France. J'ai appris, après avoir fait une recherche, mon grand-père maternel était sergent-chef dans l'armée française. Qui c'est qui a arrêté le nazisme dans ce pays? Qui c'est qui a donné la libération de la France? Qui c'est qui aujourd'hui fête le 8 mai 45? En disant oui, on a vaincu le nazisme, etc. Mais sauf qu'on dit, pendant qu'on a vaincu le nazisme ici, on faisait la fête, on massacrait à Sétif, à Guelma et à Kharata. Et on a tiré sur les musulmans, sur les Algériens, à qui on a dit, quand la France sera libérée, quand vous nous aurez aidé à chasser le nazisme, on vous donnera l'indépendance. Et bien en termes d'indépendance, on fait 15 000 à 40 000 morts. D'accord? Donc ça, moi je ne peux pas dire qu'il faut occulter. Ah, la France c'est les Lumières, la France c'est les droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Quel droit de l'homme? Ils sont en train de se décarcasser tous pour un trafiquant de drogue qui est condamné à mort aux Philippines, en Malaisie, je ne sais pas où. Ils sont en train de faire des pays de menacer de couper les relations diplomatiques, économiques, je ne sais pas quoi. Et il y a un président élu, démocratiquement, qui s'appelle Morsi, qui vient d'être condamné à mort. On n'a pas entendu un communiqué de dénonciation. Il y a eu des milliers de morts, il y a 25 000 personnes arrêtées depuis que Sisi est au pouvoir. Mais ils sont où ces droits de l'homme là? Ils sont où ces gens qui soi-disant défendent Donc, moi je dis, il faut arrêter de nous donner des leçons, il faut arrêter de nous prendre des clous. On n'est pas tombé dans la dernière pluie. On n'est pas tombé dans la dernière pluie. Alors c'est vrai, quand Gilles tout à l'heure parlait des droits de l'homme, des organisations, oui, moi j'étais à la LDH. J'ai été membre de la LDH.
J'ai été membre du Maroc en 79, j'ai créé le Maroc Bassardèche. Je me suis battu contre le racisme, avec des gens de différentes obédiences, communistes, juifs, etc., catholiques, athées, etc. Et on s'est rendu compte, et moi j'étais là, avec Gilles, à la délégation palestinienne, et on a vu qu'une organisation de droits de l'homme s'était opposée à la démarche. Il y a aujourd'hui des associations soi-disant de défense des droits de l'homme ou de lutte contre le racisme et la discrimination qui te disent non, l'islamophobie ça n'existe pas. Et je vais vous donner un cas concret, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est du fantasme. Non. On a répondu à l'appel du collectif de vigilance contre l'extrême droite à Lyon. Il y a à peu près une quarantaine d'organisations. CRI a été la première à répondre, on était nous 3. On a répondu aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine d'organisations. On travaille pendant à peu près 2 ans, 3 ans, machin. Et un jour, il y a une organisation qui arrive, parce que le truc commençait à prendre, que les identitaires, ils ont du poids, l'extrême droite tellement, le Front National est bientôt au pouvoir. La LICRA arrive, Ligue internationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Elle arrive, elle regarde. Ah non, là, messieurs, dames, il faut enlever le CRI. Il faut enlever le CRI de la liste. Et ils sont exécutés. Les progressistes, les démocrates, les droits de l'hommiste, tout le pataquès, la gauche et tout là, et la gauche sociale et la gauche rortie, eh bien ils sont tous exécutés. Ils ont décrit rien de la liste. Ils nous ont même enlevé de la liste des destinataires des mails. Vous voyez ce que ça veut dire? Moi qui viens du MRAP depuis 79, moi je rends énormément à ces organisations, et surtout à la gauche. C'est la droite, l'extrême droite, on sait à qui on a affaire. Des monarchistes, des anti-républicains, des anti-dreyfusards, des collabos, etc. Même si le père Mitterrand et d'autres, ils n'ont rien envie aux collabos, mais quand même, grosso modo, la classe politique, on sait où sont nos ennemis. Mais ceux dont on pensait que c'était nos amis, ben, il s'est avéré que ce sont aussi nos ennemis. Et qu'on n'est jamais mieux trahi que par les siens. Et ils nous ont trahis. Moi j'étais au MRAP, aujourd'hui je suis à CRI, et j'ai même vendu le petit pain de SOS Racisme en 84. J'étais dans la marche de 83. On s'est battu pour dire on veut l'égalité des traitements, l'égalité de droits et la lutte contre le racisme. On nous a fait un hold-up. Les PS, ils nous ont fait un hold-up. Avec l'Union des étudiants juifs de France, un certain nombre de personnalités, ils nous ont piqué la lutte. Et ils ont dit, mais non, là, les Arabes, les quartiers, les immigrés, les descendants de Fayous et tout. Mais non, mais c'est Jean-Paul qui va te défendre. Il va faire la main. Touche pas à mon pote. Mon pote, c'est un handicapé, tu comprends, il ne peut pas se défendre. C'est moi qui vais te défendre. Déjà, ils nous ont fait à l'envers le truc. Et ils ont réduit un combat politique dans les quartiers pour demander l'égalité des droits. Parce qu'on a vu comment nos parents ils ont été traités. Après avoir travaillé pour les 30 glorieuses, ils leur ont dit prends 10 000 balles et casse-toi. Les jeunes ils ne se rappellent pas de ça, mais les plus anciens, je pense qu'il y en a ici, ils se rappellent. Prends 10 000 balles et casse-toi. Il y a même un film qui a été fait. C'est-à-dire après, c'est qu'ils ont exploité le citron, ils ont jeté la poêle à tout le monde. Non, nous, on est dans ce pays, on est citoyens, on va exiger l'égalité des droits et la lutte contre le racisme. Et pour la petite histoire, parce que les défenseurs moralistes, paternalistes de la cause, je les connais. Moi, Jean Cossil, c'est un mec d'Assimal, c'est un fondateur, c'est un pilier d'Assimal. J'ai eu un accrochage avec lui en 83, on préparait la marche. Je lui ai dit, Jean, nous, on ne veut pas que tu mettes sur la banderole la marche contre le racisme, mais pour l'égalité. Je dis, l'égalité, ça ne veut rien dire. Nous, on veut que tu mettes l'égalité des droits. Eh bien, il a refusé. Et regardez les images de la marche de l'époque, les droits, ils étaient zappés. Mais moi, je m'en fous que tu dises égalité, on est frères, ouais. On est tous frères en Dieu, on est tous frères en l'humanité. Mais ça ne mange pas de pain, ça. Moi, je veux l'égalité de droit. Je veux avoir le même droit d'étudier que toi. Le même droit d'avoir un appartement bien. Le même droit d'avoir un pavillon, avec du gazon, avec des aires de jeu. Je veux le même droit à la santé, à l'éducation, au travail, etc. etc. Et bien ça a été zappé. Donc, il y a eu un premier hold-up. Et on s'est rendu compte que cet élan populaire pour réclamer l'égalité de droit, qui était bénéfique pour tout le monde, parce qu'on a commencé par les Arabes et les musulmans, mais on est passé à autre chose. La loi liberté, la loi contre le terrorisme, c'est n'importe qui d'entre vous ici touché. Même dehors, là, tu sais, ce qu'on appelle les Gaulois, ou je sais pas quoi, les Français de souche, ils sont fracassés. Parce que même leurs discussions intimes, elles sont épiées. Le mec, il suffit qu'il soit syndicaliste, il suffit qu'il soit journaliste, il suffit qu'il soit policier, il suffit qu'il travaille dans l'administration, il rentre chez lui, il lui met des micros, il lui met des caméras, il lui met un micro dans sa voiture, il l'espionne, il regarde ses mails, il regarde son téléphone, il regarde tout. Eh bien, moi je leur dis, bien fait pour votre gueule, excusez-moi le terme, je suis méchant. Je dis, c'est bien fait pour votre gueule. Parce que quand nous, on a servi de cobaye de laboratoire, vous n'avez pas parlé. Vous n'avez rien dit. Vous avez dit, c'est les Arabes, quoi. Ouais, mais si la police, elle les a arrêtés, ouais, peut-être qu'il y a
a pas de fumée sans feu. Ah, mais lui, il fait la prière, ouais, sûrement qu'il a des relations terroristes, machin. Voilà, on est rentré comme ça dans l'air de soupçon, au point qu'on a jeté une catégorie de la population dans les bras du laboratoire sécuritaire, totalitaire, fascisant. Et aujourd'hui, on est tous en danger. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intimité. Donc ça, il faut que les gens comprennent. Et pourquoi nous, on a créé CRI, après elle passait par le MRAP, SOS Racisme, la Ligue, la LDH, parce qu'on s'est rendu compte que la problématique de l'islamophobie, elle n'intéresse pas ces organisations-là. D'accord? Elle ne les intéresse pas. Alors, ça peut se comprendre de la part des politiques. Les politiques, ils disent, bon, c'est les Arabes, c'est les musulmans, c'est les bougnoules, c'est les bougnoules. Mais qu'est-ce qui pèse des bougnoules, au fait? Ils vont regarder la liste d'émargement. Un jour, je m'accrochais avec le maire de Vénissieux à l'époque, c'était tout au début. Je dis, ouais, mais tu sais, André, nous, on vote bien. Ouais, je sais, ouais, j'ai regardé la liste d'émargement. 5% de gens qui votent dans les quartiers populaires. On le cherche. On cherche, on donne le bâton pour ça. C'est-à-dire que nous, on ne pèse rien politiquement. Maintenant, si je fais un sondage ici, et je dis qui a un carte d'électeur qui a voté, tu votes pas droite, gauche, je m'en fous, vote blanc. Nous, on a même lancé une campagne, votez non à l'islamophobie. Faites comme ça, mais au moins, montre-moi que tu as voté. Montre-moi que le candidat qui va venir se présenter, il a vu que ton nom était inscrit. Oh là là, oh là là. Nous, on a des villes où les jeunes arabo-musulmans sont allés s'inscrire, ça a fait panique. Ça a fait paniquer. La secrétaire de l'état civil, ils ont appelé le maire, tout ça, écoutez, ils sont venus en masse, ils viennent 10 par 10, tout ça, panique, parce que tu touches au siège. Donc moi je dis, si on est dans cette situation, c'est aussi parce qu'on l'a cherché aussi. Donc ça n'excuse pas l'attitude irresponsable d'un certain nombre d'organisations de défense, qui si elles avaient pris le problème à bras le corps, il n'y aurait ni le CCIF, ni le CRI. D'accord? Nous, si on l'a fait, moi, personnellement, je l'ai fait à contre-cœur. Je l'ai fait parce que je me suis rendu compte que même l'organisation qui était censée lutter contre l'islamophobie a refusé de faire du bruit sur l'affaire d'une femme voilée qui porte un foulard et qu'on exclut de l'organisme de formation. C'est une maman palestinienne qui va pour travailler. On lui dit, madame, vous ne pouvez pas faire la formation parce que vous portez un foulard. Ils l'ont exclu. Et j'avais interpellé les organisations. Personne n'a voulu suivre. On m'a dit non, il ne faut pas faire de bruit, Abdelaziz, tu comprends? En gros, il faut être gentil, quoi. Il faut raser les murs, parce que sinon, ils vont nous faire une deuxième loi. Ben, malheureusement, ceux qui rasent les murs, ben, ils ont pris plusieurs lois. Ils ont pris la circulaire Châtel, ils ont pris la loi sur les genoux, ils ont pris la loi sur le niqab, et c'est pas fini. Ils vont prendre celle sur l'université, ils vont prendre celle sur le secteur privé, ils vont prendre plein la gueule. Parce que tant qu'ils resteront soumis, tant qu'ils resteront la tête basse, tant qu'ils seront circulaires, les organisations, soit des représentations de musulmans, etc., ben ça continuera malheureusement. Et il n'y a que la lutte qui paye. Il n'y a que ce fameux grand djihad qui paye. C'est de dénoncer la justice d'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne de chez nous ou de chez en face. Chez nous, c'est-à-dire les quartiers populaires, les arabes, les victimes, les discriminés, les racisés et les autres. Il faut qu'on dénonce tout ça. Très brièvement, CRI, c'est des spécificités. On va dire, mais pourquoi tu as créé CRI? Il y a la LPH, il y a SOS, il y a le CCIF, etc. On l'a créé parce qu'on s'est rendu compte que la lutte contre l'islamophobie, comme d'ailleurs beaucoup d'autres luttes, tout à l'heure Gilles a parlé de la Palestine, c'est vrai, moi je suis choqué. On a créé Résistance Palestine quand il y a eu le massacre en 2009. C'est grâce à Résistance Palestine et Gilles Devers qu'on a pu interpeller la CPI, la Cour pénale internationale. Et on a élevé le niveau de revendication. On s'est dit, il ne faut plus parler de boycott des produits des territoires, on va parler des produits qui viennent d'Israël, de l'entité sioniste. On va boycotter tous les produits. On peut même aller encore plus loin au nom du droit. Et je pense que Gilles pourra le préciser en termes de droit. C'est qu'en termes de droit, Israël, force occupante, l'entité sioniste d'occupation, elle est illégitime. Historiquement, culturellement, politiquement, juridiquement parlant. Et ça, on se doit aujourd'hui de le dire. Et ça ne veut pas dire qu'on est antisémite pour autant. On est antisioniste. Et on sait que la question, ce n'est pas une question de juifs, de musulmans, de chrétiens ou de religion, c'est une question éminemment politique. C'est une occupation coloniale, une occupation impérialiste qui vise à enlever la terre des Palestiniens et que c'est l'Europe qui l'a fait pour se dédouaner du crime qu'elle a commis, le génocide contre les Juifs qui a été commis. C'est une façon de les indemniser et en même temps une façon de contrôler les bougnoules là-bas, qui sont encore sous colonie. Parce qu'à l'époque, l'ensemble du monde arabo-musulman était encore sous colonie. Donc voilà un peu les finalités qu'il faut avoir derrière ça. Donc CRI, on a dit, il faut se battre juridiquement, politiquement et pédagogiquement. J'ai essayé de... Alors, peut-être quand même un mot d'histoire, parce que les gens ils oublient. Tout à l'heure, on a demandé l'histoire, Jamil l'a abordé.
il faut quand même savoir que les croisades, ça a duré 2 siècles. Les croisades, c'était une période, 11e siècle, où on a déshumanisé le musulman. C'est un païen, c'est un athée, il n'a pas d'âme, etc. Ils s'y sont égarés, etc. Donc il fallait libérer le Saint-Sépulcre des mains de ces diables-là. Pendant 2 siècles, on inculque dans la tête des gens que le musulman c'est quelqu'un dangereux qu'il faut à la limite éliminer, et que plus tu en élimines, plus tu seras proche du Créateur. Donc, ensuite on a eu 1492, c'est une date historique, il faut la retenir. 1492, c'est la reconquête, la reconquista de l'Andalousie. Qu'est-ce qui s'est passé en Andalousie? Le monde chrétien décide de reprendre l'Espagne, dans laquelle les musulmans étaient là depuis 8 siècles pratiquement. Et quand ils ont fait cette reconquista, ils ont donné aux musulmans en gros 60 ans pour éliminer, éradiquer l'islam. Nous, ça fait 40-50 ans qu'on est là. Donc si on continue sur cette voie-là à dormir, peut-être que dans 10 ou 20 ans, l'islam nous éradiqué. Il y avait déjà l'histoire du foulard. Il y a un édit royal en 1568 qui interdisait aux Morisques de porter un foulard. Il y avait la loi qui avait été éditée à l'époque qui disait tu ne peux pas travailler dans la fonction publique si tu n'as pas 5 générations de chrétiens. C'est-à-dire, s'ils trouvent chez toi un juif, un musulman, dégage. Et ils ont éradiqué. Ils ont même noyé. Ils les ont noyés. Aujourd'hui, c'est la misère qui les noie. Comment dirais-je, comment on appelle l'ogre, tu sais, qui mange là. J'ai oublié le terme. De l'Occident, c'est l'avidité de l'Occident sur les matières premières d'Afrique, qui les tue par centaines et par milliers dans la Méditerranée. Mais à l'époque, c'était les marins espagnols qui leur disaient on va vous ramener de l'autre côté, au Maroc, en Algérie et Tunisie, et les noyer dans la mer. Au point qu'ils ont préféré prendre la route et venir s'installer du côté de Sète, Cap d'Agde, Carcassonne, etc. Ils sont restés les musulmans. Ils n'ont pas été exterminés d'Europe, ils ont toujours été là. Et ça a été des artisans, des architectes, des mecs qui avaient des métiers nobles, que les rois avaient gardés. En disant, oula, ils ont des disciplines qu'on n'a pas, nous, allez, venez travailler. Ils ont travaillé l'architecture, et vous allez voir Carcassonne, et il y a encore des monuments, le massif des morts, du côté de Nice, etc., toute la Côte d'Azur, il y a encore des traces. Donc, l'histoire, elle est là. 1492, c'est la date, et je voulais vous lire un petit truc, si je le retrouve, je l'ai mis, d'une sociologue, Sophie Bessi, qui est une sociologue juive tunisienne, et moi j'ai beaucoup de sympathie avec elle parce qu'elle était comme moi, elle est de ma génération, et elle a vécu des choses en Tunisie, dans les écoles françaises, dans le rapport à l'indigène, etc. Et elle dit, en parlant de l'Occident après 1492, une véritable culture de la suprématie constitue le socle de l'Occident, qui est incapable d'envisager la perte de son monopole sur la conduite des affaires du monde. Il a produit l'appareil théorique, philosophique, moral et scientifique de sa légitimation. Et moi j'ai rajouté, il est juge et parti dans le concert des nations, l'exemple du Conseil de sécurité de l'ONU et la Palestine. Vous voyez, donc l'Occident, ils ont dit les Arabes, fermez vos gueules, on ne vous consulte pas, on vous pique un texte qui s'appelle la Palestine et on la donne à ceux qu'on a massacrés, qui voilà. Donc vous voyez, et le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est le droit de veto. Et les autres nations, elles ferment leur bouche, elles restent dans le coin, elles restent dans la cave, elles regardent de loin. Vous voyez. Donc ça, c'est des choses fondamentales. Alors, historiquement, ça s'est construit. Il y a eu le prix des Lumières. Les Lumières sont venues lorsqu'il y a eu ce déclin, dont a parlé Jamila, du catholicisme, sont venus et ont érigé une forme de nouvelle religion qui est le scientisme, qui est la science, qui va donner à l'homme, à travers sa raison, la suprématie sur tout. D'ailleurs, c'est le socle de la Révolution française, qui est venu remettre en cause l'ordre de Dieu pour instaurer l'ordre de l'homme, l'ordre de la République. D'accord? Donc, il y a toutes ces phénomènes. Après, il y a les colonisations. La colonisation, c'est quoi? Si on vient, on te pique ta terre, on te met dans un statut subalterne, tu es un sous-citoyen, tu n'as pas le droit de vote, même quand tu réclames la fameuse laïcité, comme le conseil de Relama de Blubadis, on lui dit non, la laïcité, c'est pas pour les bouléons, c'est pour les autres, pas pour vous. D'accord? Pourtant, il réclamait la laïcité. En 1933, 34, 35, ils leur ont dit non, vous ne prenez pas ça, c'est pas pour vous. Après, il y a quoi? Il y a l'immigration. L'immigration, c'est quoi? Ils sont allés dans nos pays d'origine chercher les meilleures formes physiques. Et il y a un fonctionnaire du ministère du Travail du temps de Giscard d'Estaing, il disait quand on partait là-bas, bonjour Mohamed, quand il serrait la main à Mohamed, c'était pas pour lui dire bonjour,
c'est pour regarder si la main était rêche ou pas. Si c'était une main lisse, vous allez celui-là il n'est pas bon. C'est un mec qui écrit, il ne travaille pas. Si la main était dure, ça grattait, c'était de la pierre, ah celui-là il est bon. Ah, il vérifie quand même la dentition, voir s'il n'a pas de trucs de malformation. Allez, vas-y toi. C'est comme ça qu'ils sont recrutés nos parents. C'est ça, il ne faut pas l'oublier. Donc comment voulez-vous qu'un pays, une administration, un État qui s'est construit sur l'infériorisation de l'autre, sur sa prise en considération comme force de travail, pas comme citoyen, pas comme être humain, pas comme quelqu'un doué d'intelligence, de spiritualité. D'ailleurs, on parle toujours d'islam des cadres. Vous voyez pas l'islam des cadres. C'est qui l'islam des cadres? C'est nos parents. On leur a dit, allez, si tu pratiques ça, c'est dans les cadres, reste dans les cadres. Et encore aujourd'hui, il y a des gens, ils ont l'islam des cadres. Subhanallah. Et on nous parle des lumières, les droits de l'homme, l'universalisme, la France qui rayonne dans le monde. Ah oui, ah oui, ah oui. Après, tu veux que je salue le drapeau en plus? Et alors que l'histoire n'est pas écrite, que la responsabilité n'est pas établie, qu'on continue à avoir des mêmes rapports néocoloniaux avec les pays du Sud. Subhanallah, arrêtez, excusez-moi, mais là, on va loin. Donc, très rapidement, là, je m'adresse aux musulmans particulièrement, parce que moi, je suis excédé. Je suis énervé contre les musulmans. La moindre salat Jumu'ah, elle remplit 3 fois la salle ici. Je suis dans une petite mosquée, moi, on s'en prie les uns sur les autres. Wallah el Alim. Ce vendredi, j'étais dans le rang, le mec, il ne pouvait pas faire ses inclinaisons, son soujoud. Eh bien, il restait comme ça, parce que c'était partout bourré, blindé. Et tu leur dis, venez, on va défendre une sœur qui a été exclue de l'école. On va défendre une mère qui ne peut pas accompagner son enfant à l'école. Il y a une mère à Bagnolet, la directrice, elle a mis 2 vigiles, ils l'ont attrapé, ils l'ont balancé dehors de l'école. Elle dit, oh, j'amène mon enfant à la maternelle. Elle dit, non. Elle dit, mais je veux voir la maîtresse, je veux faire comme toutes les mois. Non, vous dégagez, on va ramener l'enfant. Oh. Et tu leur dis, venez, eh ben, ils ne sont pas là. Aujourd'hui, la salle devait être comble. On parle de qui, là? On parle des buses, on parle des vautours, on parle des oiseaux, on parle de qui, là? On parle d'une catégorie de personnes qui s'appellent les musulmans de France, qui sont discriminés, qui sont sur la sellette, qui sont devenus un défouloir politique pour camoufler l'incompétence des responsables politiques. Et ils sont où? Eh bien, ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Certains vont même encore plus loin. En disant, mais non, ça c'est bid'a, là, c'est quoi, c'est des manifestations, là. C'est haram, c'est interdit religieusement de manifester, ou de faire des conférences, ou de dénoncer l'injustice, etc. Sauf que, on parlera dans le débat, si on n'avait pas fait ça pour certains, eh bien aujourd'hui leurs enfants ils seraient encore dans les mains de l'État. Très brièvement, la vague contemporaine a commencé avec 1989. La première affaire du foulard dont a évoqué tout à l'heure Gilles Levet, elle a permis à un homme politique intelligent, d'ailleurs certains le considèrent comme aussi un bougnoul de service, quoi. C'était un noir, un entier, je ne sais pas de quel calibre il est, Ernest Chenière, qui était proviseur du lycée, qui a médiatisé l'affaire des jeunes filles de Creil, et après il a dit, oh, t'as vu l'opinion publique, c'est intéressant, t'as vu la réaction, t'as vu les médias, t'as vu les hommes politiques, il se présente comme député, et le mec il est élu, la main dans la poche. Le mec il se retrouve député Parti Socialiste, parce qu'il a compris, il a flairé, comme ça, le bon filon, tu sais, les mines d'or, là, tu sais, quand tu braques là, tu vois, là, viens là, il y a de l'or, là. Voilà, ils n'ont pas lâché là. Et véridique. Et tous les hommes politiques de droite, de gauche, d'extrême gauche, je pèse mes mots, j'ai fréquenté l'extrême gauche, donc je suis bien placé pour en parler, et sont tombés dans le filon, sont tombés dans le travers de faire de l'islamophobie un fonds de commerce politique. Et ça, c'est dramatique. Alors aujourd'hui, ça va même encore plus loin. Moi, je crains même un nouveau SOS racisme sur la dynamique musulmane de lutte contre l'islamophobie. Parce que ça touche quand même des gens, il y a des mobilisations, on est décrié, on est diabolisé par certains, n'empêche que le 15 mars, il y avait 17 villes qui ont répondu à l'appel de cri, qui ont fait des manifestations, dont Besançon, Belfort, je crois, etc. Et je vous en remercie. Même si vous êtes 3, les sœurs, les frères, même si vous êtes 5, les amis, les camarades, ben faites quand même le rassemblement. Parce que c'est du symbolique, c'est du politique. Quand les autorités comprendront que ce ne sont pas seulement les musulmans, d'ailleurs qui disent ça, tout à l'heure, la loi de 2004 dont a parlé Gilles, il y a eu un rapport qui a été commandé par le Premier ministre. Il y a 2 sociologues, Stéphane Kuss et Fabrice Dume. Ces 2 sociologues de renom, vous pouvez taper sur Internet, ils ont fait un rapport sur la laïcité, etc., dans l'école et tout. Et vous savez la conclusion à laquelle ils sont arrivés, laquelle c'est? Ils ont dit qu'il faut abolir la loi de 15 mars 2004. C'est eux qui disent, c'est pas moi, c'est pas les musulmans. Ça veut dire que même des sociologues neutres,
qui ne sont pas musulmans, ils ont dit qu'il fallait abolir la loi. Mais tout de suite, on a vu Manuel Valls de Blancos, l'immigré espagnol de deuxième génération, qui dit non, il n'est pas question, allez, dégagez. Et Hollande qui dit allez, dégagez. Pourquoi dégager? Puisque ça demandait un rapport, c'était l'autre Premier ministre qui était là. Comment il s'appelle, le truc de l'ancien maire de Nantes. Hérault, voilà, Jean-Marc Hérault. C'est lui qui avait commandé le rapport, et le rapport dit qu'il faut abolir la loi. Mais non, dégagez, circulez. Donc après, on va voir la loi du 15 mars 2004 sur le hijab. Tout le monde dit c'est la loi sur les signes ostensibles à l'école. Arrêtons de faire les hypocrites. Qui aujourd'hui, parmi les hommes et femmes politiques, ne sait pas que la loi du 15 mars 2004, c'est la loi contre le foulard? Allez, dites-moi. Faut arrêter, faut appeler un chat. C'est la loi contre le foulard, c'est une loi contre les musulmans, c'est une loi d'exception, c'est une loi qui a sorti les musulmans du cadre de la loi de 1905, qui avait réglé le problème des rapports entre l'État et la religion. Et comme c'est des musulmans, eh ben on va leur faire un truc supplémentaire, un truc pour les mettre hors du circuit du droit commun. Et ça, c'est injuste. En soi, déjà, ça va être contesté. Après, il y a eu la loi sur le niqab, 2011. Après, il y a la loi sur les nounous, 2012. La loi, la circulaire Châtel, 2012. Et mai 2015, on arrive au centre de loisirs, aux crèches, garderies, aux centres sociaux. Et à venir, les universités, les privés, etc. Vous savez où c'est qu'on est arrivé aujourd'hui? On est arrivé à l'absurde. Il y a la jupe, vous avez entendu la jupe. D'ailleurs, on va lancer une action, là, il va falloir se mobiliser, peut-être devant les rectorats, qu'on aille hommes et femmes avec des jupes. Moi, je suis prêt à mettre une jupe et aller manifester devant le rectorat pour dire moi, je mets ma jupe comme je veux. C'est pas à toi de te mêler de moi. Et alors, je mets une jupe, qu'est-ce que tu veux? C'est le mot aussi où c'est que la loi interdit de mettre une jupe. Ceux qui se baladent à moitié nus, qui s'embrassent sur le coin d'appel à la détraille, ça ne gêne pas. Et moi, non, attends, il faut bouger. Si on ne bouge pas, je vous assure, on va être écrasé, on va disparaître de la circulation et on va dire ah bah tant mieux, parce que les esprits ils sont prêts pour ça. Vous savez, les juifs, dans les années 30, ça a commencé comme ça. On a commencé à leur interdire un certain nombre de métiers. On a commencé à diaboliser en disant